Alors ça fait 3 ans déjà que je m'intéresse au Bitcoin. Et pendant ces années-là, j'ai pas mal lu tous les livres qui existaient sur le sujet, et honnêtement, des livres sur le Bitcoin, ça fait partie des meilleures lectures que j'ai jamais lues. Parce que oui, ça t'apprend sur le Bitcoin, mais ça t'apprend aussi sur plein d'autres sujets qui sont quand même importants de savoir. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ce qui m'a le plus marqué de ces livres-là. Et vous allez voir, ça fait changement du contenu un peu louche qu'on retrouve sur Bitcoin sur Internet, et ça va vraiment vous aider à filtrer le bon du mauvais à l'avenir. Mais honnêtement, quand on commence avec Bitcoin, on s'en fout un peu des sujets comme la technologie ou l'histoire. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que je peux faire de l'argent avec? Et c'est vraiment normal de penser comme ça, et c'est pour ça que quand j'ai lu le livre Why Buy Bitcoin de Andy Edstrom, ça a répondu à beaucoup de mes questions. Parce que pourquoi acheter du Bitcoin si on n'a aucune idée ça va valoir quoi dans le futur? Right? Alors Andy Edstrom, qui est un planificateur financier, calcule une valeur future du Bitcoin basée sur un scénario qui ressemble à peu près à ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui se retrouve dans les secteurs suivants. Dans l'immobilier, dans l'or et dans les actions. On parle de plus de 200 billions de dollars à l'échelle mondiale. Et ça prend juste une toute petite fraction de cette valeur-là qui se glisse dans le Bitcoin pour voir un prix du Bitcoin vraiment plus élevé. Alors si on prend une fraction de cette valeur-là et on ajoute toutes les nouvelles applications que Bitcoin va rendre possibles comme technologie, l'auteur pense que le marché du Bitcoin pourrait atteindre 8 billions de dollars au courant des 10 prochaines années. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, un marché de 8 billions? Mais si on prend ce montant-là et on le divise par les 21 millions de Bitcoin qui vont exister, ça mènerait un prix par Bitcoin d'environ 400 000 $ américains. Ça peut sonner complètement débile comme résultat. Et pour être honnête, quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai quand même fait le saut. Mais en repensant, ça fait quand même du sens, parce que Bitcoin est déjà passé de 0 à 1 billion depuis qu'il a commencé, et quand on regarde tous les autres billions qui restent dans d'autres secteurs, c'est tout à fait possible que Bitcoin aille chercher une partie de cette valeur-là avec les années. Le livre va aussi parler des risques d'investir dans le Bitcoin, parce qu'on se le cachera pas, il y en a. Il y a des risques techniques, il y a des risques politiques, des risques sociaux, mais en gros, j'ai trouvé que c'est une excellente lecture pour ceux qui cherchent à comprendre pourquoi l'ajouter à ses investissements serait potentiellement une bonne chose. D'ailleurs, c'est quoi selon vous le plus gros risque avec Bitcoin? Qu'est-ce qui fait que vous voyez encore ça comme quelque chose de risqué? Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires et je prendrai le temps de vous lire et vous répondre. Le prochain livre, c'est Changing World Order par Ray Dalio. Et pour ceux qui savent pas c'est qui Ray Dalio, c'est probablement une des figures les plus importantes sur la planète dans le monde de l'investissement. Et je vais être honnête, ce livre-là, c'est pas un livre sur le Bitcoin en tant que tel, ok? Mais les sujets que ce livre-là parle sont vraiment familiers avec ce qui se dit dans l'univers du Bitcoin. Il y en a même qui disent que c'est un des meilleurs livres sur le Bitcoin, mais qui parlent pas du Bitcoin. Le livre couvre plein de sujets, mais en gros, ça parle du système financier mondial qu'on a aujourd'hui. Et une fois qu'on comprend comment ça marche, c'est beaucoup plus facile d'imaginer comment Bitcoin pourrait devenir un système financier mondial lui aussi. Alors la thèse générale du livre ressemble à peu près à ça. Je prendrai le temps de faire le lien avec Bitcoin après. Vous êtes sûrement familier avec un monde qui ressemble à peu près à ça. On a les États-Unis qui sont la puissance économique mondiale, la puissance militaire mondiale et sont émetteurs du dollar américain, qui est la monnaie qu'on utilise pour les échanges internationaux. Tout le monde est pas mal d'accord pour dire que c'est un peu la réalité de notre monde aujourd'hui. Mais on a tendance à oublier que ça n'a pas toujours été le cas. Vous voyez, de 1600 à 1800, c'était les Pays-Bas qui étaient les leaders du monde d'un point de vue militaire et économique. De 1800 à 1900, c'était la Grande-Bretagne. Et c'est juste depuis 1900 environ que les États-Unis ont pris la relève. Alors le livre fait le cas que les empires mondiaux comme ça dure environ une centaine d'années. Et que pendant leur règne, c'est eux qui décident de l'ordre mondial. Un peu comme les règles économiques du monde entier. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs signes que l'Empire américain, comme on la connaît aujourd'hui, montrait des premiers signes de déclin. Et il y a plusieurs choses qui pointent vers ça. Selon Ray Dalio, la montée de la polarisation, soit les gens de la gauche et de la droite qui se détestent de plus en plus, serait un des premiers signes d'une société en déclin. Une énorme quantité d'endettement au gouvernement, l'arrivée de conflits à l'international, tout ça c'est des symptômes d'un empire qui perd peu à peu sa gloire. Alors si la théorie des cycles se maintient, ça veut dire que le monde va sûrement avoir un nouvel empire au courant du prochain siècle. Et ça veut aussi dire qu'une nouvelle monnaie globale va sûrement émerger à un moment donné. Et vous l'avez sûrement deviné, mais je pense que Bitcoin pourrait très bien devenir cette prochaine monnaie globale-là. Et voici pourquoi. En février 2022, on assistait au début de l'invasion de la Russie en Ukraine. Et comme conséquence, les États-Unis ont gelé tous les actifs américains que la Russie avait. Le but était de les exclure du système financier mondial pour que ce soit difficile pour eux de se financer. Mais en faisant ça, les États-Unis ont sonné une cloche au reste de la planète. Parce que ça montrait à tous les autres pays que, si on n'agit pas dans les intérêts des Américains, on peut se faire exclure du système financier assez facilement. Alors ce qui se passe, c'est que les autres pays commencent à comprendre que posséder des actifs financiers qui sont contrôlés par un autre pays, ça a des désavantages.
Je pense que les pays vont vouloir de moins en moins d'exposition à des actifs qui ont un lien politique et vont vouloir plus d'exposition à des choses qui sont neutres. Et c'est là que Bitcoin pourrait se faire adopter comme monnaie globale. Parce que pour n'importe quel pays, pas besoin de faire confiance à la Chine, aux États-Unis, à l'Europe pour des réserves financières. Si on adopte Bitcoin comme monnaie, on sait qu'il n'y a aucune affiliation politique derrière cette monnaie-là. Alors ce que j'ai vraiment aimé de ce livre-là, c'est que ça raconte un peu l'histoire des 300 dernières années. Et en apprenant sur les grands changements qui se sont passés dans l'histoire, ça devient plus facile d'imaginer les grands changements qui pourraient se produire. Parce que la société évolue, oui, mais on reste des humains quand même. Et l'histoire humaine ne se répète pas. Mais souvent, elle rime. Si vous pensez que Bitcoin c'est juste un investissement spéculatif, que ça sert à rien d'autre d'enrichir les crypto bros, mais ce livre-là va vous prouver que vous êtes dans le champ solide. Le livre s'appelle Check Your Financial Privilege par Alex Glasstein. Ça raconte l'histoire de plusieurs personnes qui vivent dans des pays avec soit des régimes autoritaires ou dans des conditions de pauvreté. Souvent, ces gens-là n'ont pas accès à une banque ou à des services financiers de base comme on a nous ici. Alors le livre raconte comment ces gens-là utilisent le Bitcoin pour s'en sortir. C'est des cas réels de gens qui utilisent le Bitcoin pour augmenter leur standard de vie. Et laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a vraiment marqué pour vous montrer l'impact que Bitcoin peut avoir pour certaines personnes. Et vous allez voir tout de suite pourquoi c'est une invention qui a vraiment sa place. C'est l'histoire de Roya Mahoub, qui était la première femme CEO d'une compagnie technologique en Afghanistan. Dans un pays où, je le rappelle, c'est encore très rare pour les femmes de travailler en dehors de leur foyer. Et pour payer ses employés, qui étaient en grande majorité des femmes, elle utilisait le Bitcoin parce que c'était une bien meilleure alternative que l'argent comptant. Et pour citer une section du livre pour mieux vous le décrire pourquoi elle choisissait le Bitcoin, ces femmes étaient contentes d'avoir finalement de l'argent que les hommes dans leur vie ne pouvaient pas leur prendre. Ça leur donnait sécurité, vie privée et paix d'esprit. Si je leur donnais l'argent comptant, leur père, conjoint ou leur frère auraient pu la prendre et leur enlever leurs économies. On a ici un vrai cas où le fait que Bitcoin soit une monnaie qui est résistante à la censure et accessible à tout le monde a fait en sorte que le sort de certaines personnes soit amélioré. Et c'est là qu'on voit que Bitcoin est une technologie qui remet du pouvoir entre les mains des gens qui sont opprimés, à des gens qui n'ont pas les mêmes privilèges que nous et qui vivent dans des conditions beaucoup plus difficiles que les nôtres. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que la plupart des grands titres de journaux qui parlent du Bitcoin en parlent tout le temps négativement. Comme si ça servait à rien, mais que ça devrait juste pas exister. Mais après ce livre-là, j'ai réalisé que la plupart des gens ont l'air contre Bitcoin, parce qu'ils voient juste pas à quoi ça leur sert. Mais une fois qu'on voit que cette technologie-là est utile à des gens qui sont dans le besoin, ça change notre perspective assez vite, merci. Et on devient bien plus favorable à l'adoption du Bitcoin. Le prochain livre est de loin le plus populaire de tous ceux que j'ai lus, avec plus d'1 million de copies vendues dans 37 langues différentes. The Bitcoin Standard, par Saifedean Ammous, c'est probablement un des livres les plus complets sur le Bitcoin et notre système monétaire en général. Parce que si on demande à n'importe qui si Bitcoin va remplacer notre système monétaire un jour, la plupart des gens vont sûrement vous rire en pleine face. Alors ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là, c'est qu'il utilise des exemples qui se sont passés dans l'histoire pour nous prouver que Bitcoin pourrait vraiment remplacer nos monnaies. Parce que les monnaies, ça change avec le temps. Et ça pourrait très bien arriver que Bitcoin soit le prochain changement, et voici pourquoi. Selon Saifedean Ammous, il y a plusieurs raisons pourquoi Bitcoin pourrait devenir la prochaine monnaie et remplacer notre système de banque centrale qu'on a en ce moment. L'une d'entre elles, c'est la notion du hard money contre le soft money. Les hard monies sont des monnaies qui sont dures à recréer, surtout à cause de leur rareté comme l'or par exemple. Les soft monies sont à l'inverse des monnaies qui sont faciles à créer, comme par exemple l'argent papier. Et ce que l'auteur avance, c'est que les hard monies sont ceux qui sont souvent choisis comme monnaie, parce que leurs valeurs sont beaucoup mieux préservées à travers le temps. Et même que adopter ce genre de monnaie-là aurait un lien direct avec la prospérité humaine. Le livre raconte même l'histoire de l'Empire romain, qui utilisait des pièces d'or et d'argent comme hard monies. Mais en changeant pour des monnaies plus faciles, ils ont fini par accélérer leur déclin comme empire à l'époque. Tout a commencé avec l'empereur Néro. Il a récolté tous les pièces d'or et d'argent de la nation pour les reforger à nouveau. Mais cette fois avec juste un peu moins d'or et d'argent. Le but était de se créer des nouvelles pièces gratuitement avec l'excédent qu'il a récolté. Et qu'est-ce qui s'est passé après? De l'inflation, des crises économiques, et une monnaie qui valait de moins en moins. Et tout ça a tranquillement paralysé l'économie romaine. Ce que les autres empereurs après lui ont voulu corriger en refaisant la même chose. Le livre raconte même que vers la fin de l'Empire romain, le denarius qui était leur pièce d'argent avait tellement été dévalué qu'on avait juste à gratter légèrement la pièce pour en faire partir le peu d'argent qui restait. Et ça laissait place à seulement une pièce de bronze. Donc ça devient presque impossible de ne pas faire de parallèle avec nos monnaies qu'on a aujourd'hui.
qui sont probablement dans la catégorie des monnaies faciles. Et ça m'a fait réfléchir à nos monnaies. Est-ce qu'il va y avoir un jour où les conséquences d'une monnaie facile vont être ressenties dans la population à un moment donné? On commence déjà à avoir un certain mépris envers l'inflation et la hausse du coût de la vie. Alors après ce livre-là, je me suis dit, peut-être que dans pas si longtemps que ça, les gens vont commencer à questionner la monnaie un peu plus. Et personnellement, c'est en questionnant la monnaie que j'en suis venu à m'intéresser à Bitcoin. Et que ça a vraiment changé ma vision pour le futur. Je pourrais continuer on and on comme ça avec tous les livres que j'ai lus, mais je voulais garder la vidéo la plus simple possible et vraiment y aller avec les choses qui m'ont le plus marqué. Sinon, si The Bitcoin Standard a l'air à vous intéresser comme livre, mais vous n'êtes pas prêt à vous taper 300 pages de lecture Bitcoin pour n'importe quelle raison, c'est bien correct. Mais vous pouvez regarder aussi la vidéo juste ici où je résume pas mal tous les points essentiels de ce livre-là en 8 minutes. Comme ça, vous allez comprendre l'essentiel d'histoire de la monnaie, et ce, très rapidement.